Merci beaucoup pour l'invitation, c'est un grand plaisir. Donc, je vais tenter de donner un aperçu de quelques résultats récents en mécanique des fluides qui concernent d'une part la stabilité des écoulements parallèles et d'autre part le problème très relié de la stabilité des tourbillons. Donc il ne s'agit pas de questions nouvelles, hein, ça, des problèmes qui ont été étudiés depuis au moins la seconde moitié du XIXe siècle, mais il y a eu un très fort regain d'activité au niveau mathématique sur ces questions durant les dernières années, avec littéralement des dizaines d'articles et de prépublications sur le sujet. Et je pense que l'élément déclencheur de cette vague de travaux, c'est le résultat de Bedrosian et Masmoudi de 2013 sur la stabilité non linéaire du flot de Couette pour l'équation de l'air, résultat qui a fait l'objet d'un exposé au séminaire Bourbaki en 2014 par David Gérard-Varret. C'était donc un très bon choix de sujet et de conférencier. Donc je vais ici me concentrer plutôt sur les aspects des fluides visqueux, c'est-à-dire où les problèmes principaux, c'est l'interaction entre d'une part les phénomènes de transport dans le fluide et d'autre part les phénomènes de dissipation. Donc le plan de mon exposé sera extrêmement simple. Je vais commencer par, il n'y aura que deux parties d'abord. Je vais faire une introduction et je vais essayer de faire un survol, c'est-à-dire sans écrire les choses très précisément, de vous dire de quoi parle ce sujet. Et puis je vais essayer de traiter le cas des tourbillons plans dans une seconde partie, en écrivant les équations et en écrivant des énoncés, si possible, précis. Donc je commence tout de suite avec l'introduction et je vais commencer avec un exemple parce que tout se comprend mieux sur un exemple. Je vais regarder l'exemple le plus simple possible qui, dans la littérature, est en général appelé le cas d'un scalaire passif. Okay. Alors, quel est cet exemple? Eh bien, je considère un fluide qui s'écoule dans un domaine, dans un canal infini que je suppose bidimensionnel pour simplifier. Bon, je le dessine verticalement parce que mon tableau est vertical, mais dans la réalité, il est horizontal. Il n'y a pas de gravité qui va... Et puis, bon, ben, ça c'est représenté par le domaine oméga qui est R croix 0L, disons. L, c'est la largeur. Et puis, je suppose que dans ce canal s'écoule un fluide incompressible avec un certain profil de vitesse. Alors, je vais dessiner ce profil de vitesse par des flèches. Ce qui est important, c'est qu'il s'agit d'une vitesse qui ne dépend que de la variable transverse, de la variable y, mais qui est dans la direction x. C'est ça qu'on appelle un écoulement parallèle ou un flot de cisaillement. Il y a peut-être encore d'autres noms. Okay. Donc c'est représenté ici par ces flèches. C'est automatiquement un champ de vecteur incompressible à divergence nulle. Et puis, en passant, je mentionne que c'est parfaitement raisonnable de regarder ce type d'écoulement en mécanique des fluides. Si vous prenez n'importe quelle fonction régulière v de y, ceci est une solution stationnaire exacte de l'équation de l'air à deux dimensions. Et si vous êtes intéressé à des fluides visqueux, alors il est peut-être prudent de demander que la fonction s'annule au bord, comme j'ai représenté sur le dessin, et que son profil de vitesse est parabolique, de façon à ce que la dissipation d'énergie puisse être compensée par le gradient de pression. Bon, donc ça c'est mon écoulement, et maintenant j'ajoute une perturbation, c'est-à-dire une perturbation très petite, très faible, qui ne va pas sensiblement modifier l'écoulement. Donc il faut imaginer que je prends une pipette et que je dépose une goutte de colorant, ou bien je prends une pincette et je dépose quelques particules très légères, des grains de pollen par exemple, pour rester dans la thématique. Et donc, je fais ici une petite perturbation et je regarde comment cette perturbation est transportée et diffusée par le flot. Donc, on imagine bien ce qui va se passer. Ces particules vont être transportées par le champ de vitesse, mais le champ de vitesse n'est pas uniforme. Ça ne sera donc pas une translation rigide. Ça va se déformer. Alors, je serais bien incapable de faire un dessin précis, mais disons... déjà, quelque chose comme ceci pourrait constituer une première approximation, et puis ça va devenir bien pire si j'attends encore plus longtemps. Okay. Donc, si je me mets à essayer d'écrire une équation pour la densité de ces particules, c'est-à-dire la probabilité d'en trouver une au point x, y et à l'instant t, je vais trouver, si j'appelle la fonction, cette fonction f, une équation qui est de la forme suivante. dt de f de x, y, t plus vy dx de f de x, y, t est égal à alors, une constante que j'appelle epsilon, je vais commenter ceci, fois le Laplacien de f de x, y et t. Okay, le Laplacien par rapport aux variables x et y. Alors ça, c'est une équation de type transport-diffusion, c'est-à-dire qu'il y a deux effets bien identifiés. Vous avez un terme de transport, d'abord, qui décrit juste le transport des particules au sens littéral par le mouvement moyen du fluide.
Et puis, vous avez un terme de diffusion dont l'origine est légèrement différente. C'est aussi l'interaction entre les particules et les molécules de fluide, mais cette fois-ci au niveau microscopique, et ça donne, comme c'est bien connu, le mouvement brownien, avec un paramètre epsilon ici. Et dans l'exposé, je vais m'intéresser à des régimes où epsilon est très petit. Donc ça, c'est le terme de diffusion. Alors on comprend très bien l'effet de ces deux termes pris individuellement. Si vous n'avez que le transport, alors vous pouvez résoudre l'équation très facilement en intégrant le long des caractéristiques, donc par des équations différentielles, et vous trouvez que le transport a comme unique effet une redistribution des valeurs de la fonction f initiale. C'est-à-dire que la solution au temps t est obtenue à partir de la donnée initiale en composant avec un difféomorphisme qui préserve l'air. C'est mon seul lien avec les exposés de ce matin, il y a un difféomorphisme qui préserve l'air. Alors, donc ça ne va rien changer du tout, c'est-à-dire que toutes les normes LP vont être exactement préservées, il n'y a aucun mécanisme dissipatif là-dedans. La diffusion, elle, c'est différent, c'est l'équation de la chaleur, on sait très bien ce que ça fait. Ça va étaler le support de cette distribution, donc il va diffuser en espace. Peut-être que ça préservera l'intégrale de f, ça dépend des conditions au bord que je n'ai de toute façon pas précisées. Mais en tout cas, les normes supérieures, les normes LP, la norme L infinie, vont décroître en temps à cause de cet effet de dispersion. Okay. Mais l'effet de diffusion va mettre du temps, sera lent parce qu'il faut que j'attende un temps t de l'ordre de 1 sur epsilon pour voir quelque chose, parce que j'ai epsilon en facteur devant le Laplacien. Maintenant, si on prend les deux phénomènes ensemble, alors vous avez deux effets, mais ils ne commutent pas. Ces deux opérateurs ne commutent pas l'un avec l'autre, ça va être très important dans la suite. Et ce qu'on observe, c'est que la présence du transport, qui n'a rien de dissipatif intrinsèquement, renforce considérablement l'effet de la diffusion. Pourquoi? Eh bien, on peut le deviner par ce genre de dessin. Le transport se fait à des vitesses différentes pour différentes valeurs de y, et même si vous partez avec quelque chose qui est très lisse, très régulier, vous allez créer des forts gradients dans la direction verticale. Ça va filamenter, et les dérivés par rapport à y vont augmenter en temps linéairement et de façon non bornée. Donc vous allez créer des grands modes de Fourier dans votre solution, et ces grands modes de Fourier sont efficacement atténués par le Laplacien. Donc, dû à l'interaction entre ces deux termes, vous allez avoir un mécanisme de dissipation accélérée, et c'est ce que je vais raconter ici. Et pour dire la fin de l'histoire rapidement, vous allez voir que la perturbation va être atténuée en un temps 1 sur epsilon à une puissance alpha, où alpha est quelque part strictement plus petit que 1, est quelque part entre 0 et 1. Oui ? Pourquoi il y a dissipation accélérée? Eh bien, on part de quelque chose d'une gaussienne, comme ceci. Ensuite, on transporte à des vitesses différentes. Donc, on étire la solution. Bon, un petit calcul montre que les dérivées verticales de la solution augmentent en temps, tout simplement parce qu'on étire dans cette direction. Okay. Et donc, on transporte la solution vers les grands modes de Fourier, et puis le Laplacien est de plus en plus efficace lorsque on agit sur des grands modes de Fourier. Et c'est cet effet-là, ça valait la peine d'y revenir, parce que c'est l'effet essentiel de base dont je veux parler, qui fait que le transport va renforcer la diffusion, et ça va changer l'ordre, c'est-à-dire qu'il ne faudra plus attendre 1 sur epsilon, il faudra attendre 1 sur epsilon à un tiers, ou 1 sur epsilon, 1 sur racine de epsilon, ça dépendra des détails, par exemple, dans ce cas-là, de la fonction v de y. C'est ça, ce mécanisme de diffusion accélérée. Le mot scalaire passif, disons scalaire, c'est parce que la fonction f est à valeur réelle, et passif, ça fait référence au fait que j'ai fait l'hypothèse que cette perturbation ne perturbe pas l'écoulement de base. Le v de y est donné une fois pour toutes, c'est évidemment une approximation. Okay. Bon, alors, dans une modeste tentative de m'adapter à l'esprit de ce séminaire, je vais étudier maintenant un cadre plus général. Alors, le cadre plus général, c'est que je prends H, un espace de Hilbert, et je vais considérer dans cet espace une équation d'évolution de la forme suivante. dtf plus lambda f est égal à epsilon lf plus n de f. Okay. Alors, L et lambda vont être des opérateurs linéaires, comme le suggère la graphie, et puis n de f, ça sera une application non linéaire. Et ce que je vais supposer, il y aura des hypothèses plus détaillées, mais disons la structure générale, les plus importantes, c'est que je vais supposer que L est auto-adjoint. C'est un espace de Hilbert, donc j'ai des opérateurs auto-adjoints, et qu'il est négatif ou nul, c'est-à-dire que L est égal à L étoile, et c'est inférieur ou égal à 0.
OK. Et puis, je vais supposer au contraire que lambda est antisymétrique. Anti-adjoint, si vous préférez, mais disons antisymétrique, et disons, pour des raisons techniques, relativement borné par rapport à L. Et finalement, bon, sur la non-linéarité, je n'ai pas envie de faire des hypothèses précises pour l'instant, je n'y parviendrai de toute façon pas. Je vais simplement dire que c'est non-linéaire, c'est quadratique lorsque f tend vers 0. C'est quelque chose qui commence comme f carré en un certain sens, donc on imagine que pour f petit, ce n'est pas le terme principal. Okay. Et les questions que je vais me poser pour cette équation, que je vais numéroter comme étant égale à 1, c'est eh bien, pour quelle donnée initiale, pour quelle taille de donnée initiale est-ce que je suis capable de contrôler, de montrer l'existence globale d'une solution et de contrôler le taux de décroissance, le taux de retour à l'équilibre de cette solution, si possible de façon quantitative en termes du paramètre epsilon. Donc évidemment, ce cadre général contient l'exemple précédent. Il suffit de prendre comme espace de Hilbert L2 de oméga. Oméga, c'est le domaine dans lequel je travaillais. De prendre pour L eh bien, le Laplacien, qui est bien un opérateur auto-adjoint négatif, si on le définit convenablement, sur le bon domaine, etc. Et puis de prendre pour lambda l'opérateur VYDX. Alors ça, c'est un opérateur qui est antisymétrique, parce que lorsque vous intégrez par partie, bien dx devient moins dx, et puis ne voit pas la fonction v de y. Donc la structure ici que j'avais d'un écoulement de cisaillement se traduit par l'antisymétrie de cet opérateur, qui est évidemment la propriété fondamentale que je garde dans mon modèle général. Et puis, dans le cas du scalaire passif, j'avais par définition n est égal à 0. Bon, alors donc ce modèle contient cet exemple, mais il contient évidemment, vous imaginez, toute une famille d'exemples plus compliqués. Donc sans entrer dans les détails, j'aimerais juste mentionner ce qui change lorsqu'on regarde un exemple un peu plus réaliste. Si je reprends ma goutte de colorant, du colorant c'est du fluide, donc je rajoute du fluide à du fluide. Il faut donc que je résolve l'équation non linéaire pour le fluide avec le flot de base plus la perturbation. Alors les modifications par rapport à cette équation vont être les suivantes. D'abord, j'avais fait l'hypothèse, dans le cas passif, par définition, que la perturbation ne modifiait pas l'écoulement de base. Ici, eh bien évidemment, elle va changer un tout petit peu l'écoulement, elle va réagir, ce qui fait qu'il n'y aura pas seulement un terme v de y dx dans lambda, mais il y aura un terme de plus qui décrit la réaction de la perturbation sur l'écoulement de base. Ensuite, il y a dans les flux incompressibles une variable regrettable qui s'appelle la pression, dont je n'ai absolument pas parlé, qui fait qu'en fait, les opérateurs L et lambda vont tous les deux être non locaux. La mécanique des fluides incompressibles est non locale, c'est un fait. Et par exemple, pour ceux qui connaissent, ça ne sera pas le Laplacien, mais l'opérateur de Stokes. Et puis l'opérateur lambda sera lui aussi non local. Et puis, bien sûr, la perturbation, elle réagit sur elle-même, et donc il y aura un terme non linéaire que je n'explicite pas ici. Donc, toutes ces choses-là vont devenir plus compliquées, mais enfin, on peut écrire ça dans des exemples plus sophistiqués. Donc, il y a un exemple 2 que j'ai mis dans le texte, qui est le flot de Kolmogorov sur le tore T2. C'est un flot pour lequel le profil de vitesse est sinusoïdal. J'ai écrit... Oui ? Oui, enfin, au moins quadratique en 0. Ça sera exactement quadratique pour la mécanique des fluides parce que l'équation, la non-linéarité dans Euler ou dans Navier-Stokes, c'est exactement quadratique. Ok, donc il y a le flot de Kolmogorov sur T2 pour laquelle j'ai écrit exactement ce que valaient les différents opérateurs. Et puis, l'exemple 3, que je considérerais dans la partie bleue, c'est le cas des tourbillons plans. Ok. Une dernière allusion pour les experts. Évidemment, je ne prétends pas que tous les problèmes de la mécanique des fluides entrent dans ce cadre. En particulier, si vous avez vraiment des conditions de bord, vous avez vraiment un fluide visqueux avec du cisaillement près du bord, vous allez regarder la limite de ce qui se passe lorsque le paramètre qui est ici, qui est en fait la viscosité, tend vers 0, vous allez créer des couches limites. Et dans ces cadres-là, ce que vous allez voir, c'est que l'opérateur lambda n'est pas exactement antisymétrique à cause de ce qui se passe dans les couches limites, et ça peut créer des instabilités qui ne sont pas présentes dans ce modèle. Donc juste pour résumer, ce modèle contient une grande classe de problèmes de mécanique des fluides où vous avez du transport et de la dissipation, pour autant que les bords ne jouent pas un rôle déterminant. Dès que vous avez les conditions de bord, c'est complètement différent, et ça, c'est l'objet d'autres experts et d'autres exposés. Ok, alors, qu'est-ce que je vais faire avec cet exemple modèle ici? Je vais faire trois choses, très rapidement. Je vais parler d'abord des estimations linéaires. Linéaires, ok.
Donc, je suppose ici que n est égal à 0. Okay, donc ici, je vais regarder l'équation linéaire, dtf plus lambda f est égal à epsilon lf, et puis je vais supposer qu'en t égale à 0, je me donne une donnée initiale f0 dans h. Okay, et comme c'est linéaire, eh bien, j'aimerais résoudre cette équation-là en utilisant la théorie des semi-groupes d'opérateurs linéaires bornés, c'est-à-dire que j'aimerais construire une solution sous la forme f de t est égal à s epsilon de t f0, et cet objet s epsilon de t, c'est le semi-groupe généré par l'opérateur epsilon l moins lambda, donc on l'écrit souvent de façon symbolique, exponentielle de t epsilon l moins lambda f0. Donc c'est ça l'idée, c'est d'écrire ceci comme un semi-groupe. Est-ce que c'est possible dans ce cadre-là? Eh bien, regardons les hypothèses que j'ai mises. Les hypothèses montrent que l'opérateur, donc le générateur, epsilon L moins lambda, est ce qu'on appelle un opérateur dissipatif. Je m'excuse pour la prolifération du mot dissipatif dans mon exposé, mais j'y suis pour rien, c'est un terme de théorie des opérateurs. Et ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que si je regarde sa forme quadratique, et je prends la partie réelle, donc je fais le produit scalaire de f avec epsilon f L moins f, pour tout epsilon L moins lambda fois f, ça va beaucoup mieux. Pour tous les f dans le domaine de L, quand je fais ce calcul, eh bien la partie antisymétrique ne donne rien, parce que c'est justement la définition d'antisymétrique. Donc ça me donne epsilon fois la partie réelle de f avec LF, et f, par définition, L est négatif, donc ça, c'est négatif ou nul. Donc ça veut dire que si je dessine le plan complexe, ici, où vous avez partie réelle de Z et partie imaginaire de Z, l'image numérique de l'opérateur, qui est en fait les valeurs de la forme quadratique sur tous les f qui sont normalisés, de norme 1 dans mon espace, et ça, par définition, l'image numérique, eh bien, elle est automatiquement contenue dans le demi-plan gauche, fermé, du plan complexe. Qu'est-ce qu'il y a dans le demi-plan droit? Dans ces conditions, il y a soit pas de point du spectre, c'est-à-dire l'opérateur est toujours inversible, soit c'est rempli de points du spectre, auquel cas je n'ai pas la moindre chance de définir un objet comme ça. Donc certainement, je vais me placer dans le cadre où le spectre est entièrement contenu dans le demi-plan gauche et dans l'image numérique. C'est automatique sous mes hypothèses. Je crois qu'il faut rajouter quelque chose, par exemple que lambda est suffisamment petit par rapport à L, par exemple que la L borne de lambda est strictement inférieure à 1, mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Ok, donc de toute façon, vous avez cette hypothèse, et vous avez votre spectre qui est entièrement dans le demi-plan gauche. Et donc là, vous appliquez un résultat classique d'analyse fonctionnelle, le théorème de Lummer-Phillips, qui doit dater du tout début des années 60, et qui vous dit que vous avez automatiquement une borne de la forme S epsilon de t f0 est bornée par f0, et ceci pour tous les t positifs. Okay, donc vous avez une estimation qui vous dit que vous avez un semi-groupe de contraction, il n'augmente pas la norme de l'espace, et ceci pour quelle que soit la valeur du paramètre epsilon. Ce n'est pas complètement évident, parce que je rappelle que quand vous faites par exemple la somme de deux matrices dont toutes les valeurs propres sont de partie réelle négative, vous pouvez très bien obtenir comme résultat une matrice qui possède une valeur propre de partie réelle strictement positive. Donc vous pouvez ajouter deux choses stables et obtenir quelque chose d'instable. Okay, parce que j'ai simplement fait, c'est auto-adjoint plus anti-adjoint. Cette structure-là fait que ce n'est pas possible. C'est ce calcul qui montre que ce n'est pas possible. Donc ici, cette structure-là empêche de créer des instabilités. C'est pour ça que cette structure-là n'est pas vraie dans le cas des couches limites, comme je le faisais remarquer, où il y a des instabilités hydrodynamiques. J'ai éliminé les instabilités hydrodynamiques par mon choix de structure dès le départ. Et je tiens à le confesser publiquement. Alors, ça c'est une chose. Alors ça, c'est l'estimation que vous avez, mais qui néglige le transport. Enfin, c'est exactement la même estimation que vous auriez s'il n'y avait pas le lambda. Donc c'est bien, mais enfin, c'est quand même pas la fin de l'histoire. C'est le mieux qu'on peut obtenir si L et lambda commutent. Mais s'ils ne commutent pas, on peut espérer que l'interaction de ces deux effets crée quelque chose de mieux. Donc une estimation de dissipation accélérée qu'il va falloir établir au cas par cas, c'est une estimation de la forme suivante. Donc ça serait de dire qu'il existe une constante gamma epsilon positive et aussi c epsilon positive
tel que on ait une estimation améliorée de la forme S epsilon de t F0 est bornée par C epsilon exponentielle de moins gamma epsilon t, et ceci, fois F0 tout de même, ceci pour tout t positif. Alors, gamma epsilon, comment ça dépend de epsilon? Eh bien, il faudrait que gamma epsilon soit quand même plus gros que epsilon lui-même. Si par hasard je fais l'hypothèse que mon opérateur auto-adjoint au départ est strictement négatif, il va générer une décroissance exponentielle, mais ça sera toujours du exponentiel de moins quelque chose fois epsilon t, parce que j'ai mon paramètre epsilon devant. Donc une décroissance de termes en type epsilon t, ça ne m'intéresse pas, parce que ça veut dire qu'il faut que j'attende 1 sur epsilon pour voir quelque chose. Donc ici, je vais essayer d'avoir, alors je m'excuse, c'est tout petit, avec gamma epsilon de l'ordre de epsilon à la puissance alpha, avec un alpha entre 0 et 1. C'est ça qui m'intéresse. Ce alpha, c'est le K sur K plus 1 du dernier exposé, si vous avez suivi la fin. Donc c'est comme ça qu'on va faire le lien. Donc on va essayer d'obtenir une estimation de ce type-là, mais ça, je ne peux pas faire de façon générale. Je ne connais aucun résultat général, enfin il y en a, mais je n'arrive pas à les lire, disons, qui donnent ce genre d'estimation sans faire des hypothèses plus précises sur l'opérateur. OK? Alors, dans une deuxième partie, ce que je vais faire maintenant, je vais abandonner le cas des estimations linéaires, je vais y revenir tout à l'heure. J'aimerais juste, parce que je pense que ça vaut la peine, ce n'est pas toujours expliqué dans la littérature, faire le lien. Supposons qu'on a les estimations linéaires, qu'est-ce qu'on fait avec l'estimation non linéaire et qu'est-ce qu'on peut espérer obtenir? Okay? Donc ça, c'est maintenant les estimations non linéaires. Estimations non linéaires. Okay? Donc, l'équation, comment est-ce qu'on la traite? L'équation 1, eh bien, si on a un semi-groupe qui résout la partie linéaire, eh bien, on l'exponentie et on écrit une équation intégrale pour l'équation complète, c'est-à-dire qu'on va regarder une équation intégrale de la forme f de t égale s epsilon de t f0 plus l'intégrale de 0 à t de s epsilon de t moins s fois n de f de s ds. Donc ça, c'est ce qu'on appelle parfois la formule de Duhamel ou l'équation intégrale associée à l'équation ordinaire. C'est facile de voir que, modulo des petites choses techniques, les solutions de 1 sont les mêmes que les solutions de 2. Et cette équation-là, eh bien, on va essayer de la résoudre par une méthode typiquement de points fixes. Alors pour ça, il faut une hypothèse sur la non-linéarité plus précise que ce que j'ai faite. Donc je vais supposer ici, alors c'est horrible, hein, mais tant pis, que n de f, c'est vraiment quadratique, c'est-à-dire que c'est borné par une constante fois f au carré pour tous les f dans H. Alors ça n'a aucune chance d'être vrai en mécanique des fluides parce que la non-linéarité contient toujours des dérivés, donc ça ne peut jamais être défini sur tout l'espace, et puis je n'aurai jamais une estimation comme ça, mais ça ne change rien à ce que je veux raconter, les modifications ne sont pas très importantes. Donc je fais cette hypothèse ici juste pour pouvoir continuer. Donc si je fais ça, eh bien j'obtiens une inégalité ici en disant que f de t est borné par la norme de s epsilon de t fois f0, ça c'est ce que j'avais de terme linéaire, plus cn fois l'intégrale de 0 à t fois la norme de s epsilon, de t moins s fois la norme de f de s au carré ds. Et ça me permet d'estimer la taille de la solution en fonction de la donnée initiale. Hein, okay? Alors, qu'est-ce qu'on obtient ici? Vous avez une proposition qui est très élémentaire, dont je donne la preuve complète dans le texte, ça ne coûte pas grand-chose, mais qui n'est pas toujours explicitée, mais qui est utilisée, qui dit la chose suivante, il existe une constante, grand K positive, qui dépend d'ailleurs que de la valeur de Cn, telle que, eh bien, si la donnée initiale en taille est bornée par cette constante grand K fois gamma de epsilon sur 1 plus log de C epsilon, donc je suppose que le semi-groupe linéaire vérifie les deux estimations que j'ai ici. D'une part, l'estimation de dissipation, de contraction, qui dit simplement que je n'augmente pas la norme, et d'autre part, l'estimation de dissipation accélérée, qui dit que je vais décroître plus rapidement, au moins pour les grands temps. Eh bien, si la donnée initiale est plus petite que cette quantité, alors, eh bien, la solution
Bon, il existe une unique solution globale, blablabla, mais enfin, la solution de l'équation 2 vérifie pour tous les temps l'estimation f de t est bornée par 6 fois la norme de f0 fois exponentielle de moins gamma epsilon t sur 1 plus log de c epsilon. Et ceci, c'est pour tout t positif ou nul. Voilà ce que vous allez obtenir. Alors, quelle est la lecture de ce résultat? Ça dit d'abord que, bon, supposons que gamma epsilon, c'est vraiment epsilon puissance alpha avec un alpha fractionnaire quelque part entre 0 et 1. Ça dit que le bassin d'attraction de l'origine, ou en tout cas le bassin d'attraction immédiat, celui dans lequel je peux contrôler les solutions uniquement avec l'information que j'ai sur le semi-groupe linéaire et la borne sur la non-linéarité, eh bien, est d'ordre epsilon alpha à une perte logarithmique près. Alors ça, il ne faut pas s'effrayer de cette chose-là. C epsilon, en général, c'est aussi une puissance inverse de epsilon. Allez, 1 sur epsilon ou quelque chose comme ça. Donc évidemment, c'est pour ça que l'estimation, la seconde estimation, ne remplace pas la première. Parce que pour les temps très petits, évidemment, la seconde est moins bonne que la première. Ça, c'est les effets pseudospectraux. Okay, il y a une amplification, il peut y avoir une amplification à temps court. Okay. Mais bon, si c'est 1 sur epsilon, quand je prends le log, ça calme tout le monde. Donc, je perds simplement un log en epsilon. Ça veut dire qu'en gros, j'ai un bassin d'attraction de la taille epsilon puissance alpha, alors que si j'avais seulement l'estimation de contraction, j'aurais un bassin d'attraction de taille epsilon qui est donc beaucoup plus petit. Ça a l'air peut-être de chipoter les différences entre epsilon et epsilon puissance alpha, mais epsilon, c'est 1 sur le nombre de Reynolds en mécanique des fluides. Un nombre de Reynolds raisonnable pour des expériences turbulentes, c'est 10 000 ou même plus. Et donc, la racine carrée de 10 000, c'est quand même bien mieux que 10 000. Donc, ça fait toute la différence dans ce qu'on observe dans les expériences. Donc, ça me donne une taille du bassin d'attraction. Donc, elle est augmentée par rapport à ce que j'aurais sans l'effet de l'interaction et du transport. Et puis, le taux de décroissance des perturbations dans ce voisinage, c'est le même que le terme linéaire, que celui donné par l'estimation linéaire, de nouveau à une petite perte logarithmique près. On peut montrer que cette perte logarithmique est dans l'ordre des choses. On ne peut pas vraiment améliorer ça si on veut garder des expressions aussi simples que ça. Et puis évidemment, la constante 6 ne joue aucun rôle. On peut la remplacer par, je suppose, n'importe quel réel strictement plus grand que 1, quitte à modifier le cas qui est ici. Donc voilà ce qu'on peut espérer obtenir, et voilà l'enjeu d'obtenir des estimations de dissipation accélérée. C'est une vraie solution? C'est une vraie solution ou c'est une solution linéarisée? Non, c'est la vraie solution du problème non linéaire. Donc la proposition, elle dit la solution de 2 à... existe. Oui, c'est ça. Il existe pour ce F0 une unique solution globale. Il faut aussi que je fasse des estimations lipschitziennes, enfin, je n'ai pas ces souvenirs. Il existe une unique solution globale qui va rester dans un petit voisinage de l'origine pour tous les temps, sinon je n'arriverai pas à la contrôler, et qui vérifie exactement cette hypothèse pour tous les temps. Donc, j'ai écrit, je crois, une version un petit peu plus propre dans le texte, mais c'est ça que ça dit. OK. Dernière partie, je vais aller très rapidement là-dessus aussi, c'est l'obtention des estimations linéaires. Obtention des estimations linéaires. Alors pourquoi je vais pouvoir aller rapidement là-dessus? Bien parce que le travail a été préparé par l'exposé précédent. Là, on va utiliser exactement les estimations pseudospectrales et ce qui figurait dans la fin du dernier exposé. Alors, je vais faire ça uniquement dans le cadre de l'exemple 1. Encore une fois, je ne sais pas faire dans des cadres très généraux et peut-être qu'il y aura à l'avenir des résultats utilisables qui permettront de faire ça de façon moins pédestre, mais je ne les connais pas pour l'instant. Donc je reviens à l'exemple 1 que j'ai toujours, heureusement, ici au tableau. Et donc c'est le cas linéaire. Et je remarque que je considère une équation qui est invariante par translation dans une équation linéaire d'abord, qui est invariante par translation dans la direction horizontale. Donc évidemment, je fais Fourier dans la direction horizontale. Tout le monde fait ça automatiquement. Donc j'introduis f chapeau de k, y, t égale l'intégrale sur R de f de x, y, t exponentielle de ikx dx. Et maintenant, j'ai un paramètre k dans R qui est le nombre d'ondes horizontales qui va être fixé. Ça va devenir un spectateur de l'analyse qui va suivre. Ensuite, je fais encore un autre petit changement pour éliminer la diffusion horizontale qui joue peu de rôle. Donc là, il faut me croire, c'est utile de faire le changement de variable. F chapeau égale exponentielle de moins epsilon k carré t fois g de k, y, t.
Je vais écrire l'équation pour G. Évidemment, si je contrôle G, je vais contrôler F chapeau, parce que c'est un terme ici qui est très gentil, et donc je vais contrôler F. Et quelle est l'équation pour G? Alors c'est ça que je voulais arriver. Donc c'est dTg de KYT plus IK V de Y G de KYT est égal à epsilon dy carré de G de KYT. Donc ça, c'est l'équation maintenant que je vais étudier. Okay? Donc, quelques commentaires. Je me suis ramené à une famille de problèmes unidimensionnels, à des équations différentielles, si vous voulez. Donc ça va simplifier l'analyse des opérateurs. Je suis maintenant sur l'intervalle 0L. K est un paramètre, c'est juste un spectateur, et Y varie entre 0 et L. Et puis, il faut que je mette des conditions au bord, donc je ne les ai pas précisées. Disons qu'on va supposer que G est égal à 0 lorsque Y est égal à 0 ou Y égal à L. Par exemple, les conditions de Dirichlet, ça dépend de la modélisation, ça dépend du problème que vous considérez. Okay. Et alors, vous voyez que le transport, lui, c'est devenu un opérateur de multiplication. Le IK, c'est le DX. Hein. DX devient IK, c'est ça que fait exactement Fourier. Donc, ça devient simplement, je dois étudier l'opérateur différentiel, le générateur, c'est epsilon dy carré moins IK V de Y. Et ça, c'est typiquement, c'est très proche d'un des modèles qui a été considéré dans l'exposé précédent. Alors, le paramètre K, je vais le supposer différent de 0. Parce que, alors, si je choisis K égale à 0, eh bien, le terme de transport disparaît, je me ramène avec l'équation de la chaleur, je ne peux évidemment espérer aucun mécanisme de dissipation accéléré dans ce cas-là. Okay? Donc, je suppose K fixé, K différent de 0. Alors, comment on estime cet opérateur-là? Donc là, je vais raccourcir la chose et je vais simplement, de nouveau, faire un dessin du plan complexe. Okay? Donc, je refais le plan complexe ici. Ça, c'est partie réelle de Z. Ça, c'est partie imaginaire de Z. Alors, où est l'image numérique de cet opérateur? Donc, je rappelle, l'image numérique, c'est la chose suivante. Je prends la forme quadratique, je fais produit scalaire de f avec p epsilon f pour tous les f dans le domaine de p epsilon qui sont normalisés à 1. Okay? Et j'obtiens une bande ici, dans ce cas-là, qui est, bon, je la dessine, la borne supérieure, c'est le max de moins kV, et ça, c'est le min de moins kV. Je veux dire, au facteur de dilatation k près, c'est l'image de la fonction v. C'est toutes les valeurs que atteint la fonction v, qui est, je vous le rappelle, le profil de vitesse de mon écoulement. Okay? Donc, quelque part là-dedans, le spectre doit se trouver. Okay? Bon, mais je ne sais pas où. Alors, ça ne me suffit pas parce que cette image numérique va jusqu'à l'axe imaginaire, et ça pourrait être compatible avec pas de décroissance du tout. Ou même si j'ai supposé les conditions de Dirichlet, j'ai peut-être un petit trou spectral de l'ordre de epsilon, ça va me faire une décroissance en epsilon exponentielle de moins quelque chose fois epsilon t, et ça, ce n'est pas ce que je veux quelque chose de mieux que ça. Okay? Donc, pour montrer où se trouve le spectre, eh bien, je vais faire exactement ce dont parlait Karel Pravdastarov, c'est-à-dire que je vais estimer la résolvante sur le bord de l'image numérique. Donc, ce que je vais écrire ici, c'est simplement un cas particulier, très particulier, des résultats qui sont obtenus pour des opérateurs généraux par Denker, Sjöstrand et Swirsky, par exemple. Donc, je vais regarder le suprémum de la résolvante sur l'axe imaginaire. Alors, je vous indique simplement quel est le résultat, mais c'est vraiment dans l'esprit de l'exposé précédent. Donc, si epsilon est très petit, et alors j'ai une limitation sur k, hein, donc k doit être plus grand que epsilon. Disons k fixé et epsilon tend vers 0. Alors, eh bien, je prends la résolvante sur l'axe imaginaire, donc je prends le sup sur les z dans IR de p epsilon moins z moins 1. Okay? Cet opérateur est inversible sur l'axe imaginaire, et je prends le sup de ceci sur toutes les valeurs sur l'axe imaginaire. Eh bien ça, c'est borné par une constante fois epsilon, c'est en dessous, constante divisée par epsilon alpha fois valeur absolue de k à la puissance 1 moins alpha pour un certain alpha. Alors je vais vous dire ce que c'est que alpha, c'est le k sur k plus 1 qui apparaissait, enfin à des changements de variables près, c'est k sur k plus 1 qui apparaissait. Donc ce alpha chez moi, c'est m sur m plus 2.
Et ça, c'est à tout à recommencer. Il faut que je vous dise ce que c'est que m. Alors pour m, je vais supposer que le profil de vitesse v est en quelque sorte une fonction de Morse, c'est-à-dire qu'il a un nombre fini de points critiques, et ces points critiques ont un ordre de dégénérescence fini. Okay? Donc, et m, c'est le maximum des ordres de dégénérescence de tous les points critiques. Donc, je vais décrire ça comme ça, et m dans n étoiles est le plus petit entier tel que les dérivés v', v seconde jusqu'à v dérivée m ne s'annulent pas simultanément. Ne s'annulent pas simultanément. OK. Mais c'est donc ce que j'ai décrit, l'ordre de dégénérescence maximale. OK, donc on voit, alors bon, peut-être quelques exemples. Si vous prenez un écoulement qui est monotone, ce qui est le profil de vitesse de Couette, comme ceci, où le flot est linéaire, ça c'est l'écoulement de Couette, eh bien vous trouvez que le profil V' ne s'annule jamais, donc m est égal à 1, et vous trouvez alpha est égal à 1 tiers. Okay? Si vous prenez l'écoulement de Poiseuil, que j'avais esquissé dans le tableau précédent, qui est quadratique comme ceci, ça c'est Poiseuil, si vous voulez, eh bien vous trouvez qu'il y a un unique point critique qui est non dégénéré, donc m est égal à 2, et vous allez trouver alpha est égal à 1,5. Okay? Ce qui est moins bon, la résolvante est plus grande, mais enfin, de toute façon, vous trouvez une borne supérieure sur la résolvante qui est meilleure que 1 sur epsilon, c'est 1 sur epsilon à une puissance fractionnaire. Okay. Donc une fois que vous avez ça, donc ça c'est ce qui est les méthodes de démonstration de ça par les estimations sous-elliptiques ont été expliquées dans l'exposé précédent. Okay, donc une fois que j'ai cette borne sur la résolvante, eh bien je sais maintenant qu'il y a une région ici, donc je vais reconsidérer ce que j'ai écrit. Il ne peut pas y avoir du spectre très très près de l'axe imaginaire. Il y a une bande de taille epsilon puissance alpha, où c'est le même alpha évidemment qui se trouve ici, où je n'ai pas de spectre, parce que la norme de la résolvante est toujours supérieure ou égale à 1 sur la distance au spectre. Il y a égalité pour les opérateurs normaux, mais en général, il y a toujours la bande dans le bon sens. Donc je sais que le spectre se trouve ailleurs. Okay? Il se trouve un peu plus à gauche, je ne sais pas où, mais je sais qu'il est plus loin. Et maintenant, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je prends un contour d'intégration qui passe là, en bordure de la région où je contrôle la résolvante, et qui après il se referme de façon à englober le spectre. Le voilà, mon contour d'intégration. Je l'appelle gamma epsilon, et j'utilise avec ce contour d'intégration eh bien, la formule de Dunford, exponentielle de t p epsilon, ou l'inversion de la transformée de Laplace, si vous voulez, 1 sur 2 pi, l'intégrale sur gamma epsilon de z moins p epsilon moins 1, la résolvante, fois exponentielle de zt dz. Okay? Alors si je donc je veux simplement borner brutalement le semi-groupe par cette formule-là. Donc j'ai besoin de quoi? Je suis sur le contour gamma epsilon. Lorsque je suis ici, ben, ma résolvante elle est bornée par une constante sur epsilon à la puissance alpha, c'est exactement ce que disait ce résultat. Et lorsque je suis sur les bords obliques, ici c'est encore mieux parce que je suis à distance finie de l'image numérique, et la résolvante est bornée par 1 sur la distance à l'image numérique. Donc ma résolvante est parfaitement sous contrôle sur tout le contour, et maintenant le contour est entièrement contenu dans les z pour lesquels la racine de z, la partie réelle de z est inférieure ou égale à moins une constante fois epsilon alpha. Donc quand je prends des bornes et que j'utilise le fait bien sûr que le module de exponentielle de zt c'est exponentielle de la partie réelle de z fois t, eh bien je trouve une estimation de displacement accélérée avec gamma epsilon égale le epsilon alpha qui se trouve ici. Et le c epsilon, d'où est-ce qu'il vient? Eh bien, il vient du fait que la résolvante, elle est bornée par du 1 sur epsilon à la puissance quelque chose sur ce contour ici, et ça termine la démonstration. Donc c'est comme ça qu'on établit, dans des cas particuliers, ou en tout cas ce cas simple où je me ramenais à un opérateur différentiel, en plus en dimension 1, les estimations de dissipation accélérée. OK. Deux petites choses, parce qu'il faut que je passe urgemment à la partie 2. D'abord, il arrive qu'on puisse montrer, par exemple, si V est analytique, que le spectre est en fait beaucoup plus loin.
Ça, c'est tout à fait possible, hein. Ce n'est pas du tout garanti que ceci soit optimal. Il est possible que le spectre se trouve beaucoup plus loin, par exemple à epsilon puissance bêta, avec bêta inférieur à alpha. Et donc que le spectre, qui dans mon cas sera des valeurs propres, se trouve quelque part par ici. Okay. Donc si on a ça, on pourrait être tenté de se dire « Ah, mais je vais faire encore mieux, je vais pousser mon contour jusqu'au spectre, et dans ces cas-là, je vais obtenir une estimation de décroissance avec un gamma de epsilon qui est meilleur. » Ça, c'est vrai. Vous pouvez faire ça. Seulement, le problème, c'est que vous n'avez aucun contrôle sur la taille de la résolvante dans cette région-là. Et en fait, c'est bien pire, cette région-là, c'est du pseudospectre semi-classique. On sait que sur toute droite verticale qui traverse cette région-là, on va avoir le sup de la résolvante qui est quelque chose comme exponentiel de 1 sur epsilon ou 1 sur epsilon à une certaine puissance. Donc la résolvante va être énorme, mais il n'y a pas de spectre. C'est tout à fait possible pour les opérateurs non auto-adjoints. C'est un effet pseudospectral. Et donc, vous allez ramasser dans votre estimation une constante C epsilon qui est extrêmement grande. Tellement grande que même quand vous lui appliquez un log, où est-ce qu'il est, mon log? Il est ici. Même quand vous prenez log de epsilon, ça vous détruit ce que vous avez gagné au numérateur. Donc, ça ne sert à rien. Si vous poussez le contour plus loin, vous ne gagnez rien, par exemple, sur la taille du bassin d'attraction, mais vous allez gagner sur le taux asymptotique de décroissance des perturbations. Donc en résumé, dans cette histoire où j'ai distingué ces deux choses, la taille du bassin d'attraction est donnée par l'estimation pseudospectrale, c'est-à-dire le sup de la résolvante sur l'axe imaginaire, et le taux de décroissance asymptotique des perturbations, si vous attendez suffisamment longtemps, lui, il est donné par la distance, par l'abscisse spectrale, c'est-à-dire la distance du spectre, vraiment du spectre, jusqu'à l'axe imaginaire. Voilà, voilà. Bon, alors, non, c'est pas ça, évidemment. Arrêt, descente, montée. OK. C'est bon? OK. Alors, je vais partir maintenant à la partie 2, où je vais alors écrire plus de choses et simplement vous dire comment un de ces problèmes, alors non trivial cette fois-ci, c'est-à-dire pas un problème trop idéalisé, qui part vraiment des vraies équations constitutives, peut être traité par cette méthode et quelles sont les difficultés qui se présentent dans ce cas-là. Okay? Donc, partie 2, tourbillon plan. Alors, là je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. D'abord, je vais écrire une équation d'évolution. Je pars de l'équation de Navier-Stokes dans R2. Tout est à 2 dimensions ici, hein, je me simplifie la vie. Donc l'équation de Navier-Stokes dans R2, c'est dTu plus U produit scalaire avec gradient de U égale nu laplacien de U moins gradient de P, divergence de U est égale à 0. Je n'ai fait preuve d'aucune originalité concernant les notations, donc je pense que c'est assez familier. Mais disons U, c'est le champ de vitesse, c'est donc à valeur dans R2, et P, c'est le champ de pression, c'est un champ scalaire, évidemment, ça dépend du point X dans R2. Alors, je ne vais pas étudier directement cette équation parce que les champs de vitesse à divergence nulle et la pression ne sont pas commodes à manier. En tout cas, on peut faire plus simple dans mon cas. Je suis donc X, c'est dans R2 ici. Je vais introduire le tourbillon, ou la vorticité, si on parle franglais, qui consiste à prendre le rotationnel bidimensionnel du champ de vitesse. C'est une quantité scalaire, c'est D1U2 moins D2U1. Okay? Donc, cette équation, cette quantité, donc celle-ci, elle est scalaire, et elle vérifie une équation qui est très jolie en 2 dimensions, qui est dt oméga plus U produit scalaire avec le gradient de oméga est égal à nu fois le laplacien de oméga. Donc ça ressemble beaucoup plus à l'équation de transport-diffusion que j'avais présentée tout à l'heure. En fait, c'est aussi un scalaire, mais cette fois-ci un scalaire actif, parce que le champ de vitesse qui transporte oméga, il est lui-même lié à oméga, parce que vous avez que rotationnel de U est égal à oméga. Donc en fait, dans ce cadre-là, ce n'est pas difficile de l'expliciter. Il s'obtient en prenant la convolution de oméga avec le noyau de Biot-Savart, c'est évidemment très bien connu, et en 2 dimensions, le noyau de Biot-Savart, c'est simplement x orthogonal
divisé par module de x au carré. C'est homogène de degré moins 1. Okay, donc ici, U, c'est un U de oméga donné exactement par cette formule. Donc oméga diffuse et est transporté par un champ de vitesse qu'il crée lui-même. C'est l'équation non linéaire. Et nu positif, c'est le paramètre qui va être petit, c'est mon epsilon de la première partie, c'est la viscosité cinématique, ou mieux encore, l'inverse du nombre de Reynolds, si on a passé en des variables sans dimension. OK. Alors, ça c'est l'équation. Et maintenant, je vais écrire les solutions dont je vais étudier la stabilité. Donc, ce sont des tourbillons. Et alors, il n'existe pas pour l'équation de Navier-Stokes de solution stationnaire en forme de tourbillon localisé. C'est impossible à cause de la diffusion. Mais il existe des tourbillons autosimilaires. Et ce sont des tourbillons qui s'appellent de Lamb-Ozane. Okay, alors, ils sont indexés, c'est une famille et un paramètre. Enfin, il y a aussi les translations et tout ça, mais il y a un vrai paramètre, gamma. Et ces solutions sont totalement explicites. Elles sont autosimilaires. Elles ont la forme suivante. Le tourbillon lui-même, oméga, c'est gamma sur nu t fois une certaine fonction g de x sur racine de nu t. Et tant que j'y suis, je vais écrire aussi le champ de vitesse. Alors, je dédouble les choses, c'est un peu inutile, puisque l'un s'obtient à partir de l'autre par la loi de Biot-Savart, mais comme c'est quand même pas facile à calculer mentalement, peut-être que ça vaut la peine que j'écrive les formules aussi. Gamma sur racine de nu t fois un autre profil, vg, de x sur racine de nu t. Okay, et que valent ces fonctions? Eh bien, g de xi, c'est la gaussienne, 1 sur 4pi, exponentielle de moins xi carré sur 4. Et puis Vg de xi, eh bien, c'est ce que vous obtenez à partir de la gaussienne par la loi de Biot-Savart. Il se trouve que ça fait 1 sur 2pi, xi orthogonal sur module de xi au carré fois 1 moins exponentielle de moins xi carré divisé par 4. Okay. Donc là, vous avez une famille de tourbillons, de solutions exactes de l'équation. Vous remarquez que oméga, c'est la solution fondamentale de l'équation de la chaleur, donc on n'est pas allé chercher cette famille bien loin. Mais néanmoins, c'est bien ces tourbillons-là que l'on observe dans les fluides bidimensionnels, au moins lorsqu'ils sont séparés des autres tourbillons pour suffisamment longtemps. Alors, à quoi ça ressemble? Bon, je vais essayer de faire un petit dessin, mais il n'y a pas grand-chose à voir. Je vais dessiner les lignes de courant de cette solution-là. Les lignes de courant, c'est les courbes intégrales du champ de vitesse. Dans ce cas-là, c'est aussi les trajectoires des particules fluides. Et vous trouvez que eh bien, ce sont des cercles concentriques. Donc, je vais les dessiner jusqu'à ce que je ne puisse plus dessiner des cercles plus ou moins concentriques. Voilà, ça commence à se dégrader. Donc, j'arrête. Vous avez, si vous êtes en coordonnées polaires, la vitesse en ce point, eh bien, disons U, c'est une fonction de R fois Eθ, et Eθ, bien sûr, c'est le vecteur unité dans la direction azimutale. Donc, vous voyez le lien avec les écoulements parallèles. Dans les écoulements parallèles, j'avais une vitesse qui dépendait de Y fois EX. Ici, c'est une vitesse qui dépend de R fois Eθ. En fait, les tourbillons, ce ne sont rien d'autre que des écoulements de cisaillement, mais en coordonnées polaires. Le rôle de la variable le long du courant, c'est θ, qui est maintenant périodique, et puis la variable transverse, c'est R, mais il y a de grandes similitudes entre ces deux problèmes. OK. Bon, alors voilà, j'ai une famille de tourbillons. Alors, qu'est-ce que c'est que le paramètre gamma? Dernière chose, eh bien, gamma, c'est l'intégrale sur R2 de oméga de xt dx. Vous prenez cette formule, vous intégrez sur R2, vous trouvez que ça fait gamma, et donc c'est ce qu'on appelle la circulation totale du tourbillon. Okay, c'est une mesure de la vitesse. Plus gamma est grand, plus votre tourbillon tourne vite. Et puis, si gamma est négatif, ben, il tourne dans l'autre sens. Il y a des tourbillons qui tournent dans les deux sens. Alors, vous avez cette famille de solutions. Je prétends, et je n'ai pas le temps d'expliquer qu'elle est très importante dans la dynamique de l'équation de Navier-Stokes bidimensionnelle. Ça, je pense que c'est objectivement vrai. Donc, on aimerait étudier sa stabilité. Mais voilà, ce ne sont pas des solutions stationnaires, puisqu'elles dépendent du temps. Même, alors, nu est petit, d'accord, donc ça dépend lentement du temps, mais ça dépend du temps quand même. Donc, si j'écris simplement oméga égale ceci plus perturbation, je vais me ramasser une équation pour la perturbation à coefficient variable, où tout va très bien se passer jusqu'au moment où je voudrais commencer à faire de l'analyse spectrale. Je ne pourrai plus utiliser, en tout cas directement, les méthodes que j'ai introduites. Alors, il y a plusieurs façons d'éliminer ce genre de problème, qui se produit d'ailleurs aussi pour les flots de cisaillement. Certains rajoutent à l'équation un terme de force qui rend ces trucs-là stationnaires.
Alors ça, bon courage pour réaliser ça expérimentalement, je ne sais pas si c'est possible. Ici, il se trouve qu'il y a un moyen très élégant de résoudre le problème, c'est de se faire un changement de variable et de se placer dans des variables autosimilaires qui diffusent avec les tourbillons de façon qu'ils deviennent stationnaires. Donc l'étape suivante, ce sont les variables autosimilaires. Okay. Autosimilaires. Je suis désolé, il y a quelques étapes préparatoires, mais on va retomber sur nos pieds. Et ces variables autosimilaires, eh bien, elles ne sont pas difficiles à deviner. Vous allez prendre x sur racine de nu t, ça va devenir votre nouvelle variable d'espace. Hein, donc ça va être dans R2. Maintenant, c'est xi. Et puis, ça c'est plus difficile à voir, mais c'est classique. À la place du temps, vous prenez log de t. Si vous ne faites pas ça, vous allez obtenir une équation qui est moche, donc il faut faire ça. Alors, de façon plus concrète, quel est le changement de variable précis? Eh bien, vous allez chercher des oméga de xt. Alors, c'est inspiré, bien sûr, par la forme des tourbillons de Lambozène. 1 sur t fois une nouvelle fonction w de x sur racine de nu t log t. Okay. Et puis, pour le champ de vitesse, u de xt, vous allez chercher racine de nu sur t fois une nouvelle fonction v de x sur racine de nu t et logarithme de t. Bon, vous vous demandez pourquoi je mets ces facteurs décoratifs ici, mais tout ceci, c'est pour arriver à la fin avec quelque chose qui est totalement sans dimension. Hein. Ça, c'est sans dimension. Bon, là, il ne faut pas trop regarder. Et puis ici, les nouvelles variables, w et v, sont sans dimension aussi. Donc w, ça sera simplement oméga, mais dans les nouvelles variables, et v, ça sera simplement la vitesse dans les nouvelles variables. Quelle est l'équation? Elle n'est pas compliquée à écrire, c'est d taux, alors maintenant le nouveau temps, c'est le temps logarithmique, il faut s'y habituer, d taux w plus v point gradient, alors les gradients sont par rapport à la variable d'espace, donc je les note une fois, puis après j'oublie, et ceci, ça doit être égal à L w, ok, donc ça c'est mon équation d'évolution. Et qu'est-ce que vaut L? Eh bien, L, c'est ce que devient le Laplacien lorsqu'on fait ce changement de variable en variable autosimilaire. Et vous trouvez un opérateur un tout petit peu plus compliqué, c'est le Laplacien par rapport à xi, plus 1 demi xi produit scalaire avec le gradient, par rapport à xi plus 1. C'est un opérateur Laplacien auquel vous avez essentiellement rajouté le générateur des dilatations. C'est un opérateur un peu de type Fokker-Planck. Okay. Et j'ai oublié la relation entre V et W, elle est inchangée. C'est-à-dire que V est encore obtenu en prenant la convolution avec la loi de Biot-Savart. Donc vous n'avez rien changé à l'équation, si ce n'est que le Laplacien a été remplacé par un opérateur légèrement plus compliqué. Okay. Mais ce que vous avez gagné, c'est que maintenant vous avez des points d'équilibre. Okay. Des points d'équilibre, eh bien c'est W égale à alpha G, V est égal à alpha VG, ou alpha, alors alpha c'est un paramètre libre, mais enfin il correspond à gamma divisé par nu divisé par r. Gamma et nu ont la même unité physique, donc le rapport c'est un nombre sans dimension qui s'appelle le nombre de Reynolds de circulation. C'est une version non dimensionnelle de la vitesse de rotation. C'est ça le vrai paramètre. Okay. Et pour tout alpha, c'est une solution exacte de l'équation. C'est facile à vérifier. Hein. Si vous prenez W égale G, L, c'est une fonction propre de ceci pour la valeur propre 0, ça fait 0. Et puis ça, c'est 0 par symétrie parce que G est radial et le champ de vitesse associé est purement azimutal. Quand vous faites le produit scalaire, ça donne 0. Okay. Donc pour des raisons de symétrie, tout ceci est exactement égal à 0. Et donc vous avez des équilibres et finalement, vous regardez l'équation pour les perturbations. Alors les perturbations, maintenant c'est facile, je peux les écrire je fais une solution de la forme alpha G plus un W tilde, et puis pour V, je fais alpha VG plus un V tilde, et puis j'écris l'équation pour les quantités perturbées. Qu'est-ce que j'obtiens? C'est simple, d taux W tilde plus V tilde point grade W tilde, ça c'est le terme non linéaire, est égal à L moins alpha lambda W tilde. C'est mon équation finale, je n'en écrirai pas d'autres. J'écris encore quelques formules, mais plus d'équations. Et alors, les termes dans cette équation, vous avez le terme de diffusion ici. Ça, c'est le terme non linéaire que je n'avais pas dans l'exemple 1, mais que j'ai dans d'autres exemples. Et lambda, comme son nom l'indique, c'est le terme de transport. Alors, ce terme de transport, c'est ce que vous obtenez en linéarisant le terme quadratique sur le tourbillon. Et c'est facile d'écrire. Son action sur un W tilde, elle est la suivante. D'abord, vous avez le transport
par le champ de vitesse du tourbillon. Ça, c'est ce que j'avais dans le cas du scalaire passif. Hein. Vous ajoutez une perturbation, elle est transportée par le tourbillon sans le modifier. Et puis, il y a ce que j'avais dit et que je n'avais pas écrit. Vous avez la réaction de la perturbation sur le tourbillon. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, vous prenez le champ de vitesse associé à W tilde. Désolé, il faut prendre la convolution avec la loi de Biot-Savart. Et puis, vous transportez le tourbillon avec ça. Donc là, vous voyez à l'œuvre les termes plus complexes qui interviennent dans les vraies situations. L'opérateur, L, devient plus compliqué, mais il est toujours local ici parce que je suis dans R2, je n'ai pas de bord. Donc, je n'ai pas le problème que c'est l'opérateur de Stokes ou la chaleur, c'est pareil. Et puis, l'opérateur lambda devient, d'abord, il y a un terme de plus, et ce terme est non local. Après, vous avez un grand paramètre, parce qu'évidemment, vous allez vous placer dans le régime où alpha est très grand, parce que dans les variables originales, votre circulation était fixée, et après, vous regardez le régime où nu tend vers 0, le régime des grands nombres de Reynolds, et ça donne alpha beaucoup plus grand que 1. Okay? Donc ici, vous avez le terme de transport, le terme de diffusion, plus un grand multiple de l'équation de transport, un changement de variable près, c'est exactement le problème que j'avais au début. J'ai peu de diffusion et beaucoup de transport, et j'aimerais étudier les perturbations en prenant en compte l'influence du terme de transport, pas en le jetant à la poubelle. OK. Alors, je fais mon dernier tableau comme ceci. Hop. OK. Alors, je vais simplement indiquer ici les résultats. Donc, l'analyse suit exactement le schéma que j'ai donné dans l'exemple. Donc, je ne vais pas répéter, surtout que j'ai plus de temps. Donc, je vais simplement vous dire les choses indispensables. Quelle est l'étape cruciale? Eh bien, c'est l'estimation pseudospectrale pour L moins lambda qui va permettre de localiser le pseudospectre et donc aussi le spectre. Alors, l'estimation pseudospectrale, c'est le théorème qui a été finalement montré par Lee, Wei et Zhang, comme la fin d'une longue histoire, qui dit la chose suivante. Eh bien, il existe une disons, elle dit la chose suivante, je vais écrire directement le plus court possible. Le sup sur les Z dans IR de, alors le générateur ici, c'est L moins alpha lambda moins Z moins 1. Donc je prends le sup sur l'axe imaginaire de la résolvante de mon opérateur linéaire. Et ça, eh bien, alors j'ai une petite chose que je laisse, c'est équivalent à une constante sur 1 plus alpha à la puissance 1 tiers. On retrouve ces exposants un peu toujours les mêmes, à 1 tiers comme dans l'exemple précédent. Alors il y a quelque chose que je dois dire très rapidement, c'est que ça, ce n'est pas sur tout l'espace. Ce n'est pas possible parce que mon opérateur lambda, je n'ai pas eu le temps de vous le présenter dans tous les détails, mais il a un gros noyau. Il y a plein de fonctions sur lesquelles il donne 0. Et en particulier, toutes les fonctions qui sont à symétrie radiale, parce qu'ils ne sentent pas l'effet de la rotation. Donc évidemment, sur le noyau de lambda, lambda vaut 0, et j'ai aucun effet en fonction de alpha, donc ce n'est pas possible. Donc ça, c'est en tant qu'opérateur de xperp dans xperp, où xperp, c'est l'orthogonale du noyau de lambda. Okay. Je n'ai pas le temps de vous dire en détail ce que c'est, j'ai écrit ça dans le texte, c'est essentiellement les fonctions qui ne sont pas à symétrie radiale. Donc sur toutes les fonctions où c'est possible, vous avez une borne explicite, optimale, parce qu'il y a une borne sup et une borne inf avec la même valeur de la puissance de alpha, qui vous dit comment ça dépend du paramètre alpha. Okay. Donc de ceci, vous tirez un corollaire qui est facile, qui est de dire que eh bien, si vous faites l'estimation du semi-groupe, exponentielle de taux, alors c'est L moins alpha lambda, dans le même espace de xperp dans xperp, eh bien c'est borné par une constante fois alpha à la puissance 2 tiers, exponentielle de moins une constante fois alpha puissance 1 tiers fois taux. Ça, c'est l'estimation, ça c'était l'estimation pseudospectrale, ça c'est maintenant l'estimation de dissipation accélérée. Les perturbations vont tendre vers 0 dans ces variables avec un taux de décroissance qui dépend de alpha. Ça dépend exponentiellement. Juste, je vais sûrement oublier de le dire, donc je le dis maintenant, c'est des décroissances exponentielles en taux, mais rappelez-vous, taux, c'est l'octet. Hein. Donc tout ça dans les variables originales, ce sont des décroissances algébriques, mais qui dépendent du paramètre de circulation. Et quand vous avez ça, eh bien vous injectez
dans l'équation non linéaire et vous obtenez le résultat entre guillemets final. Donc, un autre corollaire, disons, je dis une proposition ici. Alors là, la dernière étape n'est pas complètement évidente parce que, rappelez-vous, l'opérateur lambda a un gros noyau. Ses estimations ne sont valables que sur l'orthogonale de ce noyau, mais l'orthogonale du noyau, ben d'accord, c'est invariant par l'opérateur linéaire, mais évidemment pas par l'équation non linéaire. Quand vous regardez dans l'équation linéaire, ça va tout mélanger. Néanmoins, quand vous faites la décomposition, ker de lambda et ker de lambda orthogonale, vous avez une structure triangulaire sur la non-linéarité qui fait que vous pouvez quand même obtenir une estimation améliorée pour le bassin d'attraction pour le problème non linéaire complet. Donc ici, le dernier énoncé, je vais essayer de le raccourcir si c'est possible. Donc, si la donnée initiale W0 tilde dans... zut, j'ai oublié le plus important, excusez-moi. Ça, c'est la précipitation. J'ai oublié de vous dire dans quel espace j'étais. X égale L2 de R2 avec G-1 de xi dxi. Je me place dans un espace L2 avec un poids gaussien. Alors ça, c'est un choix qu'on peut critiquer parce que ce n'est pas parce que le tourbillon lui-même est gaussien que les perturbations doivent l'être aussi. Mais il se trouve que dans cet espace-là, ça veut dire que dans cet espace ici, L est auto-adjoint parce que c'est l'oscillateur harmonique. Auto-adjoint est négatif ou nul et lambda est antisymétrique. J'ai juste oublié de retomber sur mes pattes. Cet exemple entre parfaitement dans le cadre général que j'ai introduit. Il existe un espace de Hilbert, je vous l'ai écrit ici, dans lequel le L est auto-adjoint et le lambda est antisymétrique. Et c'est bien sûr dans cet espace que l'on va travailler. Bon, cet oubli important étant réparé, je peux donner le dernier énoncé. Donc, proposition. Alors, si la perturbation initiale W0 dans X, maintenant je sais ce que c'est X, vérifie, alors, norme de W0 tilde bornée par une constante fois alpha à la puissance 1/6 sur logarithme de alpha. Bon, je suppose que alpha est plus grand que 2, comme ça, je n'ai pas besoin d'écrire 1 ou 2 plus log. OK, donc je suppose ça. Alors, eh bien, la solution, alors de nouveau, il existe une solution unique, globale à mon problème, etc. La solution, W tilde de taux, vérifie les deux estimations suivantes. D'une part, elle est contrôlée pour tous les temps. W tilde de taux est bornée par une constante fois W0 tilde pour tous les taux. Je reste dans un voisinage. Si de toute façon, je ne sais rien faire si je sors d'un voisinage. Enfin, quoique dans ce cas-là, mais disons, pas avec les méthodes que je suis en train de dire. Et aussi, eh bien, si je projette sur l'orthogonale du noyau de lambda, eh bien ça, j'ai l'estimation de dissipation accélérée qui me donne exponentielle de moins, alors ça donne combien? Alpha puissance 1/3 taux divisé par logarithme de alpha. Ok, il me reste 1 minute pour commenter ce que veut vraiment dire ce résultat-là. Donc là, vous avez le premier résultat complet qui traduit de façon quantitative l'effet stabilisateur de la rotation sur les tourbillons. Jusqu'à présent, on avait des résultats qui disaient, même si les tourbillons tournent très vite, on a les mêmes résultats de stabilité que s'ils ne tournaient pas. Ici, on peut dire de façon quantitative et précise, plus les tourbillons tournent vite, plus ils sont stables. Il y a un effet stabilisateur de la rotation. Vous voyez ici que le bassin d'attraction n'est pas seulement uniforme en alpha, il augmente lorsque alpha tend vers l'infini. Alors vous allez me dire, on a obtenu une estimation avec alpha puissance 1/3, je devrais avoir alpha et puissance 1/3 ici. Vous avez raison, sauf que la non-linéarité, elle contient une dérivée. Jusqu'à présent, j'avais ignoré ce fait, et ça mange la moitié de ce qu'on a obtenu. Donc le 1/6, c'est la moitié du 1/3, ça c'est normal. C'est parce que j'avais considéré des cas simplifiés, mais vous avez ça. Ceci dit, je ne prétends pas que ce taux est optimal et qu'on ne peut pas l'améliorer, et qu'il ne sera pas amélioré bientôt. Ensuite, eh bien, vous avez à l'intérieur de ce bassin d'attraction décroissance de quoi? Alors,
la phénoménologie qui est bien connue des physiciens. Vous avez un tourbillon en rotation rapide, vous mettez une petite perturbation, que se passe-t-il? La rotation différentielle a tendance à étirer dans cette direction et à rendre toutes les choses rapidement à symétrie radiale. Donc la partie de la perturbation qui n'est pas à symétrie radiale décroît très rapidement et de plus en plus rapidement au fur et à mesure que la rotation est rapide. Ensuite, une fois que la perturbation est essentiellement à symétrie radiale, elle ne sent plus la rotation et à ce moment-là, vous avez simplement des croissances suivant l'équation de la chaleur. Donc c'est ça le mécanisme général de la stabilisation des tourbillons et on le voit exactement. Un dernier mot, la seule partie vraiment difficile, c'est ça. Parce qu'ici, on ne peut plus du tout utiliser les méthodes dont j'ai parlé. Enfin, les méthodes dont j'ai parlé vont pour le premier terme de lambda, le Vg.grad W-til. Mais l'autre est complètement différent. Ce n'est pas un opérateur pseudo-différentiel associé à un symbole régulier. Le symbole est singulier à basse fréquence. Ce n'est pas un problème uniquement semi-classique de résoudre ceci. Et là, plusieurs personnes se sont cassées les dents sur ce problème. On a résolu des problèmes simplifiés où ce problème n'est pas dans tout l'espace. Et là, il y a vraiment des idées nouvelles pour montrer ça, mais je n'ai pas le temps de les détailler. J'ai donné quelques éléments dans le texte dans cette direction. Merci. Merci. Je ne vois vraiment plus rien. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux passer. Merci pour cet exposé très intéressant. J'avais une question. Est-ce qu'on voit ce qui se passe en 3D? Ah, alors en 3D, c'est toute une autre affaire. La mécanique des fluides 2D et 3D, c'est vraiment difficile. Donc, il existe des analogues 3D des tourbillons qui sont des filaments. Donc, l'étude de la stabilité de ces tourbillons-là a commencé, mais on est des kilomètres derrière ce qui se passe ici. Il y a plein d'autres phénomènes, et en particulier, j'en citerai un, l'équation pour le tourbillon, ce n'est plus une équation de transport-diffusion. Il y a un terme de plus de création. Ici, ça reste vrai pour l'équation pour oméga, que si oméga prend que des valeurs entre 0 et 1, elle ne peut prendre que des valeurs entre 0 et 1 pour tous les temps. Ah non, en dimension 3, le tourbillon, lui, se fait amplifier. C'est ce qu'on appelle l'étirement de la vorticité. Il y a des experts redoutables de ces questions dans l'audience. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Et au jour d'aujourd'hui, on ne sait d'ailleurs pas si ce mécanisme peut même créer des singularités en temps fini. Donc c'est vraiment un problème complètement différent. D'autres questions? Est-ce qu'il y a une explication géométrique pour le 1 tiers? Oui. Alors le 1 tiers, bon, je peux t'expliquer en privé plus en détail parce que je ne vais pas retenir l'audience. Je ne prétends pas qu'il est lié à quelque chose d'intrinsèque et physique là-dedans. Si tu raisonnes en termes de flot de cisaillement, si le flot de cisaillement était monotone comme dans Couette, ça correspondrait à alpha puissance 2 tiers. Si tu as seulement, pour un tourbillon, il y a ce qui se passe à l'origine. Au voisinage de l'origine, ça dégénère avec une courbure non nulle. Ça donne alpha égale 1,5. 1 tiers, c'est encore plus mauvais. Ça vient du fait qu'à l'infini, il n'y a pas de tourbillon du tout. Okay? Donc normalement, si on ne fait rien, eh bien, on devrait avoir pas de décroissance ici. Et donc la décroissance est obtenue parce que j'ai mis ce poids gaussien, que j'ai finalement réussi à ne pas oublier, dans les variables autosimilaires. Ça transforme l'opérateur laplacien en un opérateur oscillateur harmonique qui croît à l'infini. Okay? Donc il y a la décroissance algébrique du tourbillon à l'infini et d'autre part l'effet de l'oscillateur harmonique. Lorsque les deux se compensent exactement, ça donne le 1 tiers vient de la compensation de ces deux effets. Mais c'est dans une certaine mesure un artefact de l'espace dans lequel j'ai posé le problème. Je ne prétends pas qu'il ne soit pas possible de donner un résultat différent, alors ça ne sera pas exactement comme ceci, avec alpha égale 1,5 qui doit être le truc optimal. Et a fortiori, donc les exposants que j'ai écrits vers la fin, ici, ce 1/6 ici, devraient pouvoir aussi être améliorés. Mais enfin, au moins, si on veut faire simple, dans le cadre général que j'ai présenté, ce sont les exposants optimaux. Je ne vois pas si tu es content de ma réponse, mais je... Oui, donc vous avez traité deux cas, hein, l'écoulement linéaire et les tourbillons. Oui. Dans le premier cas, quand vous avez pris Poiseuil, vous avez dit qu'il y a aussi un coefficient, c'était pour epsilon. Alors, dans le cas du
Dans le cas où j'avais juste mis des particules ou Oui, du colorant, oui, etc., oui. si c'est une goutte de colorant, c'est la viscosité du fluide. Donc le epsilon, c'est de nouveau le nu qui est ici, ou 1 sur le nombre de Reynolds. Si c'est des particules, etc., alors ça dépend de la modélisation que vous avez. C'est le coefficient de diffusion de la chose. Dans le deuxième cas, c'est vraiment la viscosité cinématique, mais disons, il faut penser que c'est la même chose dans les deux cas. Et la question, c'est... le terme, parce que vous avez fait... Je suis un peu perdu sur les hypothèses. Je suis désolé. Oui. Quand vous dites, au début, vous avez dit, je rajoute un terme non linéaire, je vais supposer que c'est plus petit que c fois f carré. Oui. Après, vous avez ajouté des hypothèses. Si je rajoute ce terme c fois f carré, j'observe bien, je peux Oui, appliquer, ou il y a quelque part, je suis bloqué dans les hypothèses là. Ici, il y a vraiment le terme non linéaire. C'est le Vtil.grad Wtil, c'est vraiment non linéaire. Il est présent ici et il contient une dérivée. C'est pour ça qu'il ne vérifie pas l'estimation. Voilà. D'accord. Mais il est présent ici et donc il est pris en compte dans ces résultats. d'accord, donc votre perturbation, c'est celle-là. Parce Oui. qu'au début, vous aviez parlé de... Et si je perturbe ça, Si je perturbe quoi? si je fais une autre perturbation que le terme non linéaire, donc vous avez un terme... Si je rajoute un terme non linéaire qui est différent mais qui vérifie. Donc ça, il faut voir au cas par cas. Disons ici, la seule chose que j'ai utilisée sur le terme non linéaire, c'est qu'il est quadratique et qu'on perd une dérivée quelque part. Après, c'est un jeu de puissance. Je ne peux pas perdre deux dérivées parce que j'en ai déjà deux dans l'opérateur linéaire, donc ça commence à devenir limite. Voilà, s'il ne perd pas de dérivée, j'améliore un tout petit peu les exposants par-ci par-là, mais on peut faire général. Hein. J'ai juste ici pris la non-linéarité de Navier-Stokes. On est abonné à certaines équations en mécanique des fluides. Voilà, donc on les prend par défaut, mais bien sûr, ça ne dépend pas des détails ici. Le terme non linéaire, on l'utilise très très peu. On l'utilise, c'est très grossier notre traitement du terme non linéaire ici. D'autres questions? Vous avez parlé de ce qui se passait, donc là, la théorie et les méthodes s'appliquent plutôt quand on est loin des parois. Oui. Est-ce qu'on sait des choses finalement sur le mouvement en proche paroi? Je vais passer la parole à des personnes qui connaissent ça mieux. Non, mais alors en proche paroi, c'est complètement différent, c'est-à-dire que, je vais donner mon opinion personnelle qui n'engage que moi, le problème en présence des parois avec conditions limites de Dirichlet, l'idée de prendre la limite nu tend vers 0 n'est pas la bonne idée. Je ne pense pas qu'il faut espérer qu'il y ait une limite à ce problème-là qui soit, alors sauf des hypothèses extrêmement fortes, qui soit descriptible par des choses simples. Je ne pense pas que c'est la bonne idée. Il y a des instabilités hydrodynamiques, il y a des résultats qui sont connus, disons de façon non rigoureuse depuis longtemps et qui commencent à devenir complètement rigoureuses suite à des travaux notamment d'Emmanuel Grenier et Yan Guo, qui montrent qu'en gros que tout profil de cisaillement près du bord avec conditions de Dirichlet est toujours instable hydrodynamiquement. Donc on est vraiment loin du cadre que je fais ici. C'est complètement différent. Donc ces résultats ne s'appliquent que quand il n'y a pas de bord ou quand je triche avec les bords. Je mets des conditions périodiques ou je dis simplement que oméga égale 0 sur le bord ou des choses comme ceci non réalistes, alors là ça marche. Mais quand je prends les vrais bords avec les couches limites, que Claude connaît bien mieux, eh bien ça ne marche pas. Oui. Je voudrais juste poser encore une question. Dans cette littérature moderne, arrive souvent le mot d'écho ou de résonance. Oui. C'est pas des pseudopôles, c'est quelque chose, mais ça apparaît dans ce type de description. Oui, mais à un ordre et un niveau de subtilité qui n'est important que dans le cas non visqueux. Dans le cas visqueux, l'effet de la dissipation accélérée écrase tout avant que ces choses-là n'apparaissent. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, merci à nouveau, Laura.